était de 5%. C'est ce qui est commencé à être taxé à 5%. Plus exactement, elle est taxée à 35%. Mais quand vous distribuez, c'est un système de crédit d'impôt, on va en 6 septièmes. Donc vous êtes taxé à 5%. Il y a des nouveaux systèmes, nouvelles techniques de taxation beaucoup plus souples. Et je suis désolé si ce que je vais dire est choquant, mais je ne pense pas, moi, qu'on va aller vers une uniformisation fiscale, comme tout le monde entend dire. J'observe, d'abord pour pouvoir servir mes clients, mais aussi pour mes enseignements, j'observe la pratique de tous les pays européens, en permanence, plus une trentaine d'autres pays. Grâce à des accords de collaboration que nous avons, nous tenons au courant. Je fais partie du réseau TaxLink, qui produit chaque année un énorme rapport sur, je produis chaque luxembourgeois, sur la fiscalité dans tous les pays du monde. Moi, je pense qu'au contraire, on va aller vers une guerre fiscale. Je crois qu'on va aller vers s'écarter, je pense. C'est aussi simple que ça. La convention de double imposition entre le Luxembourg et la France a changé. On ne peut plus mettre une SOPARFI pour détenir un immeuble. C'est pas grave, il suffit de mettre deux holdings hollandais, et les Hollandais l'ont fait savoir à Paris. Et maintenant, Lefebvre aurait inclus chez tel cabinet assez fameux de la place luxembourgeoise ici, le vont chez tel autre cabinet hollandais. Enfin, je ne pense pas que ça va, personnellement, je ne pense pas que ça va s'arrêter. Le quatrième, ça c'est un peu, j'ai envie de dire, dans une vue égoïste, si vous voulez. Jusque-là, c'était dans une vue égoïste, hein, trust, holding, commercial, c'est-à-dire votre activité. Et puis, bien, la manière dont on fait généralement du business, enfin, une des manières les plus fréquentes au niveau international, me semble-t-il, c'est la joint venture. C'est ce qu'on voit de plus en plus avec des sociétés luxembourgeoises qui agissent par exemple sur le marché asiatique, africain, et qui font une joint venture avec un acteur local. Alors, c'est le dernier point que je voulais vous dire sur les véhicules juridiques, et puis après on peut, si vous voulez, approfondir peut-être les points que vous souhaitez. Les joint ventures, qu'est-ce que j'ai essayé de justement vous donner d'ailleurs dans les slides une description la plus correcte possible. Mais moi j'ai toujours été amusé par le fait que les juristes avaient besoin de passer des années pour définir ce que c'était une joint venture, parce que je trouve qu'il suffit de s'arrêter aux deux termes, quoi. Joint, on le fait ensemble, et une venture, c'est une aventure risquée, c'est tout. C'est un nouveau business qu'on va lancer, on va le lancer ensemble. Il n'y a rien de plus simple. Ce qui est moins connu en revanche, c'est qu'il y a deux types de joint venture. Soit on le fait par un contrat, soit on crée une entité. Et ce n'est pas du tout le même jeu. Donc, en anglais, on dit toujours qu'il y a on dit toujours qu'il y a l'equity joint venture, quand on crée une entité, et il y a le cooperative joint venture, qui est quand on travaille par un contrat. Alors, la première chose, je me suis moi j'ai eu la chance d'être impliqué, de travailler, comme je vous disais, j'ai travaillé dans le cabinet de Deloitte, j'ai travaillé avec des gens comme le cabinet Stenbrook, j'ai travaillé avec McDermott. Donc j'ai eu la chance de voir une très grosse structure en joint venture. Le plus gros problème en joint venture n'est pas un problème juridique. Les juristes ne sont absolument pas utiles. Il me semble, moi, et ça je voulais vous le dire, que
problème principal de joint venture, c'est que les stratégies des deux sociétés ne sont pas alignées. Les sociétés ne prennent pas le temps, parce qu'on est dans une économie qui va vite, parce qu'on est sous la pression, les sociétés ne prennent pas le temps de voir si leurs stratégies sont alignées. Si elles ne prennent pas le temps de voir s'ils ont une bonne définition de ce qu'elles souhaitent faire, elles ne prennent pas le temps de voir si comment dire, la stratégie de la joint venture sera alignée avec leur propre stratégie. Donc je crois que la majorité des joint ventures, et on parle d'un business qui représente 350 milliards de dollars dans le monde, c'est énorme, hein, ce qui se fait en joint venture chaque année, est très mal fait généralement. Simplement parce qu'on se précipite probablement parce qu'on est dans une crise économique. Mais je pense que c'est le problème essentiel. Ce que moi j'ai vu beaucoup, c'était des problèmes culturels aussi. Le nombre de joint ventures entre des entreprises, par exemple, de très grosses sociétés françaises et des entreprises asiatiques, c'est extraordinaire. La dernière pour laquelle je suis intervenu, la langue de travail, les Chinois avaient imposé aux Parisiens que la langue de travail serait le chinois. Alors, j'ai participé à 2 conseils, c'était beau, quoi. Vraiment, il fallait voir le truc, c'était pas mal. Non, mais c'est vrai, c'est hallucinant, quoi. Je veux dire, non, mais c'est vraiment hallucinant, parce qu'on se dit, mais comment est-ce qu'on a pu. C'est ça le problème. J'ai essayé de vous mettre, moi, ce que je voyais comme étant les clés d'analyse d'une joint venture. C'est un peu le résumé d'une publication que je vais faire bientôt dans un livre sur justement les joint ventures qui fonctionnent, celles qui ne fonctionnent pas. J'ai été fainéant, je m'en demande d'excuser, c'est en anglais. C'est vrai que je sais qu'à Luxembourg, on peut interchanger l'anglais, l'allemand, le français facilement. Je vous ai mis quand même, parce que ça me paraît important, je vous ai mis les différentes sortes de joint ventures. Vous avez généralement des joint ventures, me semble, rentrer dans 4 catégories. Quand on fait de la consolidation, hein, c'est le slide numéro step 3, suite. Soit on fait des transferts de technologie, soit on coordonne des capacités complémentaires, ou alors on fait une joint venture pour lancer un nouveau bébé. Oui, juste pour... Vous avez des exemples concrets justement de figures que vous avez déjà vues, de l'alliance, par exemple, c'est la langue, je crois. Au départ, c'est vraiment que ça peut être la technologie, comme vous dites, ça peut être un nouveau produit, chacun apporte leur part, c'est ça? Oui, on va prendre 2 exemples, par exemple, dans les deux domaines que vous venez de citer. Oui, non, mais ça me paraît vraiment par exemple, vous avez dans le domaine des nouveaux produits, moi j'ai récemment participé à l'élaboration d'une joint venture entre une société française qui était pour le coup pas très développée, mais qui était détentrice d'une technologie de façon exclusive avec brevet, et d'un know-how assez intéressant. Petite société, mais il y avait vraiment ce qu'il fallait. Et on avait de l'autre côté, non pas un géant, parce que moi je ne crois pas dans les joint ventures entre les petits et les géants, une entreprise beaucoup, mais quand même substantiellement plus grande, qui contrôlait complètement un marché, en l'occurrence un marché asiatique, et qui avait déjà la chaîne de production installée. Si vous voulez, pour faire simple, j'essaye de respecter le secret de Bruxelles. Mais pour faire simple, disons par exemple, la première vendait des clubs de golf au Vietnam et l'autre avait inventé comment changer des clubs de golf avec un nouveau matériau. Ça, c'est vraiment le type de structure, si c'est bien fait, ça ne peut être que successful ce truc, parce
parce que le marché est ouvert instantanément. Donc le time to market pour la petite boîte, c'est 0. Ils rentrent tout de suite dans des pantoufles. L'autre, il a un produit de substitution, alternatif, complémentaire, des revenus supplémentaires, etc. Ça, c'est un exemple. Après, un autre exemple qui m'a toujours fait rire, c'est la prescription, on peut le dire. France Télécom et AT&T avaient pensé faire une joint venture. Mais à l'époque, c'était en 98, je crois. À l'époque, cette joint venture aurait été sous le contrôle de l'autorité de la concurrence européenne, vu la taille des actionnaires. Mais si c'était bien fait, si ça avait été bien fait, dans le secret, il y avait une chance que ça passe. Sauf que l'équipe, le directeur général technique qui était à la table des négociations et son bras droit, pour faire des économies de bout de chandelle, et ont pris les voitures des ingénieurs avec le logo AT&T et sont venus garer devant France Télécom. Et il y avait un journaliste de Time Magazine qui est passé, c'était à Bruxelles que la réunion se tenait, et ça a mis fin à la jeune venture. J'ai toujours trouvé ça très, très cocasse, très drôle. Moi, la plus amusante, mais je ne suis pas sûr que ça soit, c'est entre un des 3 plus gros opérateurs de télécom d'Europe et le plus gros opérateur américain de fibre optique. Et j'ai eu la chance de la faire de A à Z, y compris le fait qu'on s'est rendu compte à 5 h du matin que le nom qui avait été choisi était en fait le nom d'une actrice pornographique. Et donc, il a fallu aller retrouver les PDG qui étaient en train de fêter déjà la joint venture pour leur dire non, on venait travailler, il faut quand même choisir un autre nom. Parce que c'est la stricte vérité. Ça, c'est la partie quand même fun, j'ai envie de dire, de l'opération, et qui s'est révélé être un succès total. C'était 2 gros opérateurs il y en avait un qui était un opérateur télécom, l'autre était dans la fibre optique, ils avaient ce que l'autre n'avait pas. Ils avaient vraiment fait attention à gérer culturellement correctement. Moi, je pense que les aspects juridiques, là, je les ai listés, je vous ai mis en fait, c'est le slide juste avant la sécurité des actifs. Là, je ne vous ai pas mis les clauses, mais je n'ai pas de souci à vous envoyer un contrat. Moi, ça ne me dérange pas du tout. Je crois que si la valeur des avocats était des contrats types, ils feraient mieux d'arrêter leur travail. Donc, mais je vous ai mis les clauses principales par contre. Il me semble, pour être tout à fait transparent avec vous, il me semble que très souvent on en oublie. Que cette checklist-là n'est pas complètement respectée. Et ça peut être un souci, si vous voulez, sur un plan opérationnel. Généralement, moi, je trouve qu'il est important de commencer par des considérations générales, vous savez, les fameux attendu que, ou préambule, ou tout ce que vous voulez. Pourquoi? Parce qu'en cas de conflit ou même en cas de discussion entre actionnaires, c'est quand même bien de rappeler d'où on vient, ce que chaque partie a apporté, ce qu'on a voulu faire, quel est l'objectif. Est-ce qu'on veut le faire pour 5 ans, pour 10 ans, pour 15 ans, pour toute la vie? Est-ce que c'est un mariage? Est-ce que c'est l'amour d'une nuit? Est-ce que c'est... Non mais c'est vrai, quelle est la compréhension que nous en avons? Puis deuxièmement, quel est exactement l'objet de notre partenariat? Et là, je vous assure, il me semble que ça vaille la peine d'être précis. Est-ce que c'est produire ensemble un nouveau manche, un nouveau club de golf? Est-ce que c'est produire le club de golf et le vendre? Est-ce que c'est produire le club de golf et le vendre en Thaïlande? Est-ce que c'est le vendre en Thaïlande en grande distribution, nous-mêmes? Est-ce que c'est faire du licensing, du franchising? D'abord du licensing et puis du franchising? Je veux dire, le niveau de précision, je trouve, il me semble qu'on a intérêt dans une joint venture à être le plus précis possible. Un autre aspect des technologies mises à la disposition, des moyens technologiques mis à la disposition de chaque actionnaire, généralement cette clause est systématiquement oubliée, ou très souvent peu développée, mais elle est essentielle, elle est cruciale de nos jours.
Bon, la forme de société ou de contrat, c'est juste de la siège social ou adresse, c'est pas important. Le capital et les moyens financiers, ça c'est essentiel. Donc, à quel moment mais même dans des cabinets d'avocats, j'ai vu des actionnaires, des associés se disputer en disant mais nous avons besoin de ton equity maintenant, nous faisons un développement maintenant, c'est pareil dans une joint venture. Est-ce qu'on l'aura le jour même où on en aura besoin? Nous avons un client qui nous a demandé de constituer 2 fonds, et puis il nous a appelé, il nous a demandé de constituer un 3e sous forme d'une commande spéciale, qui est CLP, un fonds de 200 millions tout de suite pour commencer. Toujours le vendredi, il m'appelait le lundi pour le vendredi. Un client qui se pose à Francfort avec son jet, donc c'est toujours assez sportif. Et il n'a pas pu le faire simplement parce que nous ne pouvions pas, avec la banque, ouvrir le compte à temps. Et lui, il m'a dit non, mais moi, en termes de time to market, je dois être prêt le vendredi. Et c'est pareil. C'est vraiment cette nécessité de savoir est-ce que les moyens financiers seront disponibles et est-ce qu'ils seront disponibles vendredi à 16 h. Enfin, je recommande, moi, d'avoir un plan le plus précis possible. J'essaie d'être sérieux pendant que je photographe. Moi, je ne vais pas être satisfaite. Oui, il y a un souci, si vous voulez, comme ça, c'est très bien. Parce que mon garde du corps, là, il est musclé, il n'est pas content quand vous prenez en photo. Bon, pas ça. Qu'est-ce que vous avez fait? Non, il est Alors, c'est bien. Alors, le mode de management de la joint venture, c'est aussi un point où je trouve que généralement les juristes, pour être honnête, les avocats font un très mauvais travail parce qu'ils ne rentrent pas dans les questions de management. Voilà, je ne pas un conseil de classement qui se réunira 3 fois. C'est pas ça, la gestion d'une joint venture. Ça ressemble plus à une gestion de projet. Ça ressemble plus à un plan de charge. Si vous avez déjà vu un plan de charge de production, je suis certain que vous en avez déjà vu, c'est à ça que ça ressemble. Ça doit être je ne sais pas si la notion de, comment ça s'appelle en français, c'est la balance scorecard. Arrêtez de le stresser. Déjà que j'en ai pas beaucoup, si vous me faites fuir, moi honnêtement, je suis pas content. Tableau, oui c'est ça, tableau de gestion, mais c'est Balanced Scorecard, c'est le truc qui a été développé. Pardon, quel que soit, c'est des tableaux de gestion un peu plus évolués, si vous voulez. Je vous recommande d'ailleurs, il y a quelques livres là-dessus, c'est passionnant. Et donc voilà, je pense que le management, on a intérêt. En tout cas, moi, si je prends l'exemple du gros acteur de télécom dont je vous parlais, Fiber Optics, eh bien, ils avaient une partie management qui était hyper détaillée. Mais c'était vraiment fabuleux. C'était une vraie horloge suisse. Quel est l'engagement des fondateurs? Ça, c'est important en termes de finances, technologie. Quelles sont les spécificités? Moi, je pense que, si vous voulez, si on se met d'accord entre. C'est un peu l'histoire entre deux. C'est la même chose entre les associés, donc les avocats et dans d'autres structures aussi. Si on ne se met pas d'accord sur combien on veut facturer chaque mois, sur combien de clients on veut avoir, sur est-ce qu'on veut traiter correctement les clients, est-ce que c'est par des collaborateurs qui seront reçus, ou est-ce qu'on maintient notre politique qui est que des partenaires qui peuvent chaque fois recevoir le client et être disponible, est-ce que tu pars à 6 h, est-ce que tu pars à 21 h, non mais on n'a pas le même. Bon, le reste, ça me paraît. Voilà. Mais je vous invite vraiment en joint venture, c'est vraiment nécessaire, semble-t-il, d'avoir le document le plus complet possible. Est-ce que vous voulez réagir?
chapitre 2, est-ce que. J'espère que j'ai pas fait. Même si quand même, je sais que j'ai fait un moment en partie. Donc au niveau des différents véhicules, vous allez conseiller, en fonction du cas précis, vous allez conseiller ce que l'un des Ben, je vais vous donner un exemple très concret, par exemple. Voilà. Mais moi, j'ai un Australien qui m'a consulté, qui m'a demandé si je souhaite produire du bois pour le coup. Je sais plus ce qu'il veut faire. En tout cas, il veut produire quelque chose qui peut se produire en Bulgarie. On a vérifié. Je souhaite la main-d'œuvre la plus basse, le taux le plus bas. Je souhaite une fiscalité très basse. Je souhaite ne pas payer de taxation sur les dividendes. Voilà. Et en plus, je veux être insaisissable. Bon, il dit, moi aussi, j'ai envie de dire. Enfin, mais c'est faisable. Mais bon, il faut qu'il accepte d'aller vivre là où on lui dit ce qu'il a accepté. Mais c'est incroyable, le nombre de gens, moi je trouve ça fou. Enfin, j'ai envie d'être là où mon bonheur est. Mon bonheur, c'est ma femme, mes enfants, mes collaborateurs. Enfin, mais c'est vrai. Mais vous avez maintenant vraiment une nouvelle catégorie de gens, et je trouve qu'ils sont de plus en plus nombreux, qui changent de pays pour des raisons fiscales. Mais vraiment, je veux dire, qui réorganisent leur vie pour des raisons fiscales. Et c'est pas un sur l'année qu'on en voit. Hein, c'est vrai, hein, c'est vrai, pareil, il dirait notre marketing au cabinet, et je veux dire, quand on voit le nom, non mais c'est vrai, quand on fait une newsletter, le feedback, beaucoup de gens viennent, ont cette vision-là. Donc qu'est-ce qu'on lui en dit? On dit voilà, il y a un nouveau système maintenant à Chypre. Donc pendant 10%, vous êtes à 0, pendant 10 ans, vous êtes à 0% d'impôt. Donc on a dit voilà, en termes de personnes physiques, c'est là que vous devez être. Donc c'est là qu'il sera. Là, vous posséderez un trust qui sera soit au Liechtenstein, soit à Malte, qui dans les cas sera à 0%. En dessous du trust, alors on hésite pour l'instant, ce sera soit un holding maltais, soit un holding luxembourgeois avec substance. Et ensuite, nous serons vraisemblablement en Bulgarie. Bulgarie, on est à 10% d'impôts, mais il va les payer anticipativement tous les trimestres, donc nous serons à 8%. Et normalement, il n'y a plus aucun frottement. C'est amusant, les fiscalistes disent frottement pour dire taxation, ça m'a toujours amusé ça. Alors j'ai pris le pli aussi. Donc, il n'y a pas de frottement fiscal, c'est-à-dire qu'on n'est plus taxé. Donc il rentre 100 et il reçoit 92 à Chypre. C'est faisable si on accepte de faire exactement ça. C'est-à-dire qu'il devra vraiment être à Chypre. Il faudra vraiment qu'il y ait une entreprise en Bulgarie avec des employés. Il devra vraiment prendre un avion pour aller la diriger. Mais lui, il n'a pas de souci avec ça. Lui, il ne veut pas payer. Et effectivement, quand on a créé un trust irrévocable et qu'on a mis tous ses actifs dans un trust, qu'on a désigné et qu'il y a un trustee qui le gère, on ne peut plus vous prendre ces actifs-là. Et ce n'est pas pénal de le faire en période non suspecte, c'est juste s'organiser. Oui. D'ailleurs, j'en profite pour vous dire ça, vous savez, je lisais récemment, justement pour les cours que je donne à l'université, je lisais un ouvrage récent que j'ai acheté il y a un mois sur la protection des actifs. La protection des actifs, c'est toute une philosophie. Maintenant, vous avez des gens, et il y a quelque chose que j'y avais jamais pensé, pour être honnête avec vous, j'y avais vraiment jamais pensé. Il y a la technique du trust et de la fondation, mais ce que cet auteur disait, il disait, mais enfin, pourquoi est-ce que la majorité des sociétés européennes ne prennent pas systématiquement l'habitude, dès le début de leur vie, de mettre
les actifs qui représentent une grande valeur, comme par exemple les brevets, dans une autre société. Non pas pour des raisons fiscales, en l'occurrence, il y a des avantages fiscaux, mais non pas pour des raisons fiscales. Lui ne s'intéresse pas à la partie fiscalité. Simplement pour garantir que si la société commerciale, qui est celle qui va être exposée, va en faillite, mais la deuxième n'est pas en faillite et peut recommencer ses activités avec une autre société commerciale. C'est vraiment pas idiot. Enfin, moi, j'y avais jamais pensé. Je le reconnais. Et il développe comme ça, c'est un auteur anglo-saxon, il développe comme ça cette technique de protection des actifs pour que l'entreprise, même si un jour elle devait rencontrer une difficulté, voire une faillite ou une liquidation judiciaire, puisse recommencer en parfaite légalité. Donc on ne parle pas de banqueroute frauduleuse, on n'est pas du tout là-dedans, hein. On est vraiment dans de l'organisation de management et d'actifs, comment faire pour être le moins exposé, justement parce qu'on est actif en commerce international. Excusez-moi. Bonjour et bienvenue. Écoutez, bienvenue. Donc, si ça vous convient, moi ce que je propose c'est de passer au est-ce que ça. Très bien. Un autre exemple ou enfin c'est. Oui, il y en a beaucoup d'autres. Hein. Il y a beaucoup d'autres. Je veux dire, Non, après c'est bien délicieux aussi. Alors, si vous êtes d'accord, moi ce que je propose c'est de passer à cette notion de sécurité d'actifs, qui est le deuxième chapitre. Et là, moi j'ai développé les deux thèmes qui me paraissaient les plus importants. Le premier c'était le pacte d'actionnaires, et surtout dans toutes les opérations internationales. Et le deuxième c'est les actifs de propriété intellectuelle. On se rend compte d'ailleurs parfois qu'on a des actifs de propriété intellectuelle ou industrielle même sans le savoir. C'est assez amusant d'ailleurs, c'est la notion avec les secrets de fabrique, leurs valeurs, enfin c'est vraiment amusant. Ce que j'ai fait pour le pacte d'actionnaires, que je vous propose de faire, vous savez, je vous propose de passer en revue quelques dispositions du pacte d'actionnaires, puis on peut en parler très tranquillement. Dans ce domaine-là, il me semble que le maître mot, c'est la clarté et la précision. Et l'autre maître mot, c'est d'être complet, de tout prévoir. Au début, on s'entend bien. On a le même but, les fondateurs et les investisseurs, les fondateurs entre eux, c'est le grand amour, c'est la ligne de miel, et puis après, il y en a un qui veut tirer la couverture à lui. C'est plus ou moins ça. Ou il y en a un qui se rend compte, qui dit mais dis donc, dans l'augmentation de capital, il me semble que moi j'ai pas reçu assez de pourcentage parce que la valorisation de la société n'a pas été faite selon telle ou telle méthode, etc. Alors ce que j'ai essayé de faire, c'est assez long d'ailleurs, hein, c'est de vous donner 23 ou 25 clauses. Avec chaque fois des exemples. Bon, dans l'ordre, hein, on commence par une déclaration qui est un peu le contexte, je ne vais pas m'apesantir là-dessus, les définitions, l'objet du pacte, l'activité de la société. La société déclare quelle est la capacité, tout ça, je trouve que ce n'est pas important. Maintenant, arrivons de suite aux clauses relatives au transfert d'actions et de valeurs mobilières. Déjà, ça, il y a déjà moyen de s'empoigner pendant des heures là-dessus. Qu'est-ce que j'ai le droit de faire avec mes actions? Est-ce que je peux donner mes actions à mes enfants? Est-ce que je peux apporter mes actions à un holding? Est-ce que je peux apporter mes actions à un holding dans lequel il y a un autre actionnaire? Faut-il que je sois majoritaire? Faut-il que je sois majoritaire avec une majorité supérieure à tel pourcentage?
faut-il qu'il n'y ait pas de minorité de blocage. Enfin, on peut imaginer, il y a, utilisons au cabinet des formulaires type américain pour ce genre de choses, où vous avez des centaines de possibilités, parce que c'est du sur-mesure, évidemment. Le seul problème, c'est que généralement, on n'y pense pas, et on ne fait pas attention. Nous conseillons une toute petite start-up dans le sud de la France, qui vient quand même de lever 3 millions maintenant, donc c'est déjà une start-up qui se développe. Et c'est très drôle parce que le venture capitaliste a envoyé un pacte d'actionnaires et le fondateur, que je connais très bien de longue date, me dit oui, tu me relis ça. Et je lui dis écoute, en plus ton ami, donc je ne lui facture pas grand-chose, c'est pas la question. Je lui dis écoute, ça vaut la peine de vraiment le faire à te proposer. Parce qu'il y a beaucoup de choses, beaucoup d'éléments auxquels il faut penser. Est-ce qu'il va y avoir un droit de préemption, par exemple, d'un actionnaire sur l'autre? Est-ce que lorsque je souhaiterais revendre mes parts, les apporter à un holding, ne serait-ce que pour des raisons fiscales, est-ce que je devrais quand même demander agrément? Je l'ai justement dans un très gros dossier à la frontière française. J'ai eu un frère empêché par ses deux sœurs pour des raisons de vengeance d'apporter ses parts à un holding, avec la fiscalité française sympathique qui en découlait après, parce qu'il y avait un droit de fonction. Si on avait prévu l'apport à un holding à 100%, il n'y avait pas besoin de l'accord des deux sœurs et c'était terminé. Donc voilà, c'est le genre de choses qu'il faut prévoir. La sortie conjointe, par exemple. La sortie conjointe, c'est une disposition qui est intéressante aussi. Ça permet d'éviter que quelqu'un tire la couverture à lui, si vous voulez, tout seul. Alors, généralement, une sortie conjointe, on prévoit, voilà, si un des actionnaires, je ne sais pas moi, qui a au moins 90%, annonce aux autres qu'il compte vendre ses parts au Grand-Duc, eh bien, le Grand-Duc sera obligé d'acheter les 10% restants. C'est le droit de sortie prioritaire de l'investisseur. Est-ce que, par exemple, les investisseurs intervenus après les fondateurs doivent, lorsque les fondateurs leur signifient qu'il va y avoir une vente à un tiers, est-ce qu'ils vont avoir le droit de passer avant? Dans quelle mesure? Quel pourcentage? À quelle valorisation? La ratchet clause, ça c'est différent, c'est lorsqu'on se rend compte qu'on a finalement été un petit peu floué par les valorisations. C'est une technique qui permet de renégocier le pourcentage